Vous le savez, le cœur humain est une pompe. Son niveau d'activité est donc mesurable. On parlera de débit cardiaque. La définition du débit cardiaque est excessivement simple. C'est la quantité de sang éjectée par le ventricule en 1 minute. Nous pourrions nous poser quelques questions. Comment est-ce que l'on mesure ce débit cardiaque? Alors, il existe diverses méthodes de mesure, mais celle qui est la plus utilisée, en physiologie notamment, c'est la mesure du débit par une technique d'injection d'un volume de sérum physiologique froid à partir d'un cathéter descendu dans la veine jugulaire droite. C'est une technique qui utilise un certain nombre de lois de biophysique et que vous étudierez probablement par ailleurs. Ce qui m'intéresse, moi, est de me poser la question de savoir, quand on parle de quantité de sang éjectée par le ventricule, de quel ventricule est-ce qu'il s'agit? Eh bien, retenez que, dans des conditions physiologiques, le débit du ventricule gauche et le débit du ventricule droit sont identiques. En effet, cette pompe est placée sur un circuit fermé. Il va falloir que ce qui est pompé dans la petite circulation soit le même volume que ce qui est pompé dans la grande circulation par unité de temps. Enfin, cette pompe va pouvoir s'adapter. Le débit va notamment dépendre des besoins métaboliques des différents organes. Au repos, le débit cardiaque se situe entre 4 et 5 litres par minute. Ce débit cardiaque peut évidemment augmenter. C'est surtout vrai évidemment chez le sujet sain, beaucoup plus que chez le sujet défaillant, et ce sera vrai par exemple au cours de la pratique d'un effort physique. Cependant, au repos, les besoins métaboliques ne sont pas les mêmes d'un individu à l'autre et vont dépendre notamment de sa corpulence. Pour cette raison, pour avoir un élément de comparaison indépendant de la taille et du poids des individus, la notion d'index cardiaque a été introduite. Cet index cardiaque tient compte de la surface corporelle. C'est la quantité de sang éjecté en 1 minute par le cœur par mètre carré de surface corporelle. J'ai indiqué sur ce schéma par mètre de surface corporelle, mais vous retiendrez qu'il s'agit évidemment pour une surface de mètre carré. Au repos, l'index cardiaque va se situer entre 2,5 et 4 litres par minute par mètre carré de surface corporelle. Il s'agit là d'une valeur normale moyenne. Enfin, il nous faut définir ce qu'est la réserve cardiaque. La réserve cardiaque sera la différence pour un individu donné entre son débit cardiaque de repos et son débit cardiaque maximum. Les valeurs normales de débit cardiaque au repos sont, nous l'avons dit, de l'ordre de 4 à 5 litres par minute. Dans des conditions de stimulation, ce débit peut augmenter énormément. Chez un athlète entraîné, au cours de l'exercice, ce débit cardiaque pourra monter jusqu'à 30 litres par minute. Et donc on voit que, dans ces conditions, la réserve cardiaque sera voisine de 25 litres par minute. Là encore, nous ne sommes pas tous égaux, nous n'avons pas tous la même réserve cardiaque. Si nous revenons maintenant sur la définition du débit cardiaque et que nous l'illustrons sous forme d'une équation, nous voyons que ce débit cardiaque va dépendre de la fréquence cardiaque et du volume d'éjection systolique. De fait, tous les facteurs qui vont modifier l'un ou l'autre de ces deux paramètres vont influencer le débit cardiaque. Autrement dit, parmi les déterminants du débit cardiaque, nous allons trouver la fréquence cardiaque et le volume d'éjection qui lui-même est sous la dépendance de la précharge, de la postcharge et de la contractilité que nous avons définie précédemment. Commençons par le premier de ces déterminants qui est donc la fréquence cardiaque. Cette fréquence cardiaque est une spécificité d'espèce. On admet comme loi générale que la fréquence cardiaque est inversement proportionnelle à la taille de l'animal. La souris, par exemple, souris de laboratoire, qui est assez utilisée en physiologie ou en physiopathologie,
dans les laboratoires de recherche, la souris aura une fréquence cardiaque de l'ordre de 500 battements par minute. Le rat, qui est un rongeur un petit peu plus gros, aura lui une fréquence cardiaque de l'ordre de 350 battements par minute. On estime que pour l'homme, la fréquence cardiaque moyenne est de l'ordre de 70 battements par minute. L'éléphant, quant à lui, aurait une fréquence cardiaque voisine de 30 battements par minute. Là encore, est-il besoin de vous le rappeler, ces chiffres ne sont pas à retenir par cœur, mais simplement retenez les ordres de grandeur. La fréquence cardiaque varie également avec l'âge du sujet. Imaginons un individu qui à la naissance a une fréquence cardiaque de 140 battements par minute. À 1 an, cette fréquence ne sera plus que de 110, à 10 ans de 90, à 20 ans de 75 battements par minute, et enfin à 60 ans de l'ordre de 65 battements par minute. Là encore, il s'agit d'ordre de grandeur, mais vous voyez qu'entre les premiers jours de la vie et l'âge de 60 ans, nous avons perdu près de la moitié du nombre de battements par minute. Est-ce que c'est une perte ou est-ce que c'est un gain? Est-ce que la longévité dépend de la fréquence cardiaque au repos d'un individu? Plusieurs études portent sur ce domaine avec un certain nombre d'hypothèses. Nous ne les aborderons pas. Néanmoins, je veux que vous reteniez que la fréquence cardiaque est dépendante, entre autres choses, également de l'état physiologique du sujet, mais également de l'état pathologique du sujet. Alors, qu'est-ce que j'entends par état physiologique? Par état physiologique, ça peut être un individu très bien entraîné à une pratique sportive. Ce sportif est connu pour avoir un cœur plus lent qu'un individu sédentaire. Ou encore, ça varie avec l'état pathologique du sujet. Un individu, par exemple, qui est sujet à une douleur intense, qui est en train de vivre un accès douloureux important, va avoir une fréquence cardiaque élevée. De la même façon, un individu qui aura une température centrale élevée aura une fréquence cardiaque plus élevée que la moyenne. Selon l'équation du débit cardiaque, nous pouvons dire que plus la fréquence cardiaque augmente et plus le débit cardiaque augmente. Mais ceci dans certaines limites. En effet, l'augmentation de la fréquence cardiaque ne se traduit par une augmentation du débit cardiaque que dans la limite comprise entre 50 et 180 battements par minute. Au-delà de 180 battements par minute, comme nous l'avons déjà signalé, le temps de remplissage ventriculaire va diminuer et la perfusion coronaire, la perfusion des zones endocardiques du muscle cardiaque par la circulation coronaire va également diminuer. À l'opposé, une fréquence cardiaque qui serait trop basse, inférieure à 50 battements par minute, peut se traduire par une diminution du débit cardiaque. Notez bien que j'indique peut se traduire par une diminution. Ça n'est pas systématique. Vous pouvez rencontrer des individus qui auront une fréquence cardiaque plus basse que 50 par minute et qui se porteront merveilleusement bien. Ce sera notamment le cas des individus dont nous avons parlé précédemment, c'est-à-dire des sportifs de haut niveau. Ces sportifs de haut niveau auront pour certains d'entre eux des fréquences inférieures à 50 battements par minute, avec un débit tout à fait adéquat. Cela est possible parce qu'il existe un remodelage de leur muscle cardiaque. Leur muscle cardiaque sera plus gros, mais aussi ils auront des cavités cardiaques plus importantes. Vous reverrez plus tard ces notions-là. Physiologiquement, le contrôle de la fréquence cardiaque est, vous le savez, sous la dépendance de l'activité du système nerveux autonome. Vous avez étudié ce système nerveux autonome avec le docteur de Mathéis. C'est le facteur le plus important, le système nerveux autonome, pour contrôler notre fréquence cardiaque. En effet, la fréquence cardiaque va être déterminée chez un individu donné par la fréquence intrinsèque du nœud sinusal, fréquence intrinsèque qui va être modulée par l'action combinée des systèmes nerveux sympathiques et parasympathiques. Ces deux systèmes sont en effet en permanence actifs sur le nœud sinusal. Mais il existe
avec ces deux systèmes une sorte d'hiérarchie. Le système nerveux parasympathique sera plus tonique que le système nerveux sympathique au repos. Si bien que la fréquence intrinsèque du nœud sinusal, qui est de 100 par minute, va diminuer sous l'effet conjugué de ces deux systèmes. L'importance du tonus du système sympathique et du tonus du système parasympathique n'est pas le même chez tous. Chez le sportif entraîné, par exemple, le tonus parasympathique est beaucoup plus important que chez un sédentaire. Et c'est ce tonus parasympathique plus important qui va impacter sur la fréquence intrinsèque du nœud sinusal pour entraîner cette bradycardie sinusale physiologique qui est l'apanage du sportif à cœur lent. D'autres phénomènes peuvent modifier la valeur de la fréquence cardiaque, mais ne sont pas directement utiles pour contrôler physiologiquement ce paramètre. Notez bien, il ne s'agit pas de contrôle, mais il s'agit d'influence. La fréquence cardiaque, par exemple, on sait qu'elle augmente avec l'élévation de température. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on considère qu'une élévation d'un seul degré de la température d'un individu va augmenter sa fréquence cardiaque de 10 battements par minute. Vous avez peut-être déjà constaté, lorsque vous étiez fiévreux, qu'un médecin a diagnostiqué votre problème. Plutôt que mesurer directement votre température, le médecin, quelquefois, va prendre le pouls de l'individu pour mesurer sa fréquence cardiaque. Il n'aura pas une notion très précise de la température de l'individu, mais il saura si l'individu a effectivement, comme cela, assez facilement, il saura si l'individu a une température normale ou pas. On sait que l'exercice, que cet exercice soit physique et mental, est également un facteur qui va augmenter une situation, plus exactement, qui va augmenter la fréquence cardiaque. De la même façon, l'anxiété, ou l'hypotension, ou la baisse de la pression artérielle. L'hypotension, c'est la baisse de la pression artérielle. Ou encore l'hypoxémie, la baisse de la concentration en oxygène du sang. Ou encore l'anémie, la diminution de la concentration en globules rouges, en hématie au niveau sanguin. Ou encore la douleur, les stimulants, comme le café ou le tabac, ou les médicaments. Certains médicaments que l'on dit chronotropes positifs sont des médicaments qui vont influencer positivement la fréquence cardiaque. Donc, nous avons évoqué l'inotropisme pour la contraction cardiaque et nous évoquons maintenant le chronotropisme pour la fréquence cardiaque. Les facteurs qui diminuent la fréquence cardiaque sont par exemple les manœuvres vagales. Les manœuvres vagales sont des manœuvres volontaires que l'on peut apprendre et qui permettent de stimuler notre système nerveux parasympathique. Il s'agit par exemple d'appuyer sur les globes oculaires d'un individu. Ça va entraîner un réflexe qui active le système nerveux parasympathique et diminue sa fréquence. Les judokas savent aussi que la manœuvre d'étranglement va diminuer les forces de l'individu puisque ça va entraîner ce même type de réflexe. De la même façon qu'il existe des médicaments dits chronotropes positifs, il existera des médicaments dits chronotropes négatifs qui auront comme effet de diminuer la fréquence cardiaque. Parmi les autres déterminants du débit cardiaque, nous trouvons aussi la précharge que nous avons définie plus tôt et qui dépend essentiellement du retour veineux et qui va donc influencer le volume d'éjection systolique. Le retour veineux dépend de la compliance ventriculaire, donc de la distension ou de l'élasticité des ventricules, ce que nous avons déjà évoqué à propos des courbes pression-volume. Le retour veineux dépend également de la répartition du volume sanguin total. Ceci sera évoqué dans les cours portant sur la circulation sanguine. La répartition du volume sanguin total dépend notamment de la position du corps. Et cette répartition dépend également de la pression intrathoracique. Et enfin, cette répartition va dépendre du tonus veineux, du degré de contraction de nos veines. Enfin, troisième point, le retour veineux va dépendre de l'activité des oreillettes, qui doivent être synchrones. Oreillette droite et oreillette gauche doivent se contracter de façon parallèle, en même temps.
Et par ailleurs, ces oreillettes doivent se contracter juste avant les ventricules. En augmentant le remplissage ventriculaire, les fibres myocardiques s'étirent et la force de contraction augmente, nous l'avons dit. Au-delà d'une certaine valeur seuil de remplissage, par contre, la contraction ventriculaire pourra s'effondrer. Les indicateurs de la précharge sont la pression veineuse centrale pour le cœur droit, PVC, pression veineuse centrale, et la pression capillaire pulmonaire pour le cœur gauche. Cette courbe exprime l'influence de la pression capillaire pulmonaire sur le débit du ventricule gauche. Nous avons donc en abscisse, exprimé en millimètres de mercure, la pression capillaire pulmonaire, et en ordonnée, exprimé en millilitres par minute, le débit du ventricule gauche. Il pourrait s'agir ici d'un patient qui arrive avec un volume sanguin insuffisant. Il aurait une volémie faible, volume sanguin insuffisant, à la suite d'une hémorragie par exemple. Ou alors c'est quelqu'un qui est particulièrement déshydraté, qui n'a pas pu s'alimenter correctement et boire suffisamment pendant un temps relativement long. Chez cette personne, on va donc lui administrer un volume croissant d'un soluté qu'on appelle un soluté de remplissage. On lui place une voie veineuse, un abord veineux, on place une aiguille dans une veine et on va administrer une quantité croissante de ce volume, de ce liquide de remplissage. La pression capillaire pulmonaire va augmenter progressivement, entraînant une élévation du débit, jusqu'à ce qu'on atteigne une pression capillaire pulmonaire seuil, au-delà de laquelle toute augmentation supplémentaire de la pression sera sans effet sur le débit. Et nous voyons qu'en dessous de cette valeur seuil, il existe une zone optimale, idéale, de pression capillaire pulmonaire. Cette zone optimale est située entre 8 et 11 mm de mercure. Cette courbe, la post-charge, correspond à la résistance contre laquelle le ventricule éjecte son contenu. Plus la post-charge augmente, plus le débit cardiaque diminue, et inversement. Les déterminants de la post-charge sont les résistances vasculaires, systémiques ou pulmonaires, qui correspondent donc au diamètre des artères. Il faut savoir que la vasodilatation va diminuer la post-charge, vasodilatation qu'on peut obtenir sous l'action de la stimulation du système nerveux parasympathique, alors que la vasoconstriction va augmenter la post-charge, sous donc l'action, cette fois-ci, du système nerveux sympathique. Une précision est nécessaire à ce niveau. Dans votre cours sur le système nerveux autonome, il vous est dit que le système nerveux parasympathique n'innerve pas les vaisseaux sanguins. C'est en partie vrai, et à vrai dire, c'est vrai pour la majorité des vaisseaux sanguins, mais il faut savoir que le système nerveux parasympathique, et donc système nerveux cholinergique, innerve principalement au niveau du système vasculaire les artères cérébrales et les artères coronaires. Enfin, une pathologie va pouvoir être un déterminant de cette post-charge. Par exemple, le rétrécissement aortique ou l'hypertension artérielle pour le ventricule gauche ou encore l'hypertension artérielle pulmonaire pour le ventricule droit. La viscosité du sang également pourra intervenir. En effet, l'anémie ou l'hémodilution diminueront la viscosité du sang, diminuant la post-charge et augmentant le débit cardiaque. Dans des conditions physiologiques et donc en dehors de toute pathologie et de toute variation de la viscosité sanguine, ce sont bien les résistances vasculaires qui influenceront majoritairement la post-charge. La post-charge correspond à la résistance contre laquelle la résistance vasculaire est la différence de pression moyenne entre deux endroits du système vasculaire divisé par le débit moyen. L'unité internationale de cette résistance sera le DIN divisé par des secondes divisé par des centimètres à la puissance -5. Les indicateurs des résistances vasculaires sont pour le cœur droit les résistances vasculaires pulmonaires, que l'on notera RVP, et dont les valeurs normales se situent entre 150 et 250. Et pour le cœur gauche, il s'agira des résistances vasculaires systémiques, notées RVS, dont les valeurs se situent entre 1000 et 1500.
Nous retrouvons ici la notion selon laquelle le travail à accomplir pour chacun des deux ventricules pour parvenir à un débit identique n'est absolument pas équivalent. Le ventricule gauche devra fournir, comme vous le savez, un travail supérieur. La résistance vasculaire. Le déterminant suivant, maintenant, est la contractilité. Contractilité ou inotropisme. Il s'agit de la vitesse de raccourcissement de la fibre myocardique au moment de la systole. Quels sont les déterminants de cette contractilité elle-même? Les déterminants de la contractilité sont la contrainte pariétale, qu'on appelle également quelquefois pression transmurale. Toute augmentation de la contrainte qui s'exerce sur la paroi du ventricule gauche diminue la perfusion du muscle cardiaque par la circulation coronaire et donc sa capacité à se contracter. Nous avions déjà rencontré une situation au cours de laquelle la perfusion du muscle cardiaque par la circulation coronaire allait diminuer. Je vous le rappelle, c'est quand la fréquence cardiaque augmente de façon trop importante. L'état de la fibre myocardique et des artères coronaires sont également un déterminant de la contractilité. Toute altération du muscle ou toute altération des vaisseaux qui emmènent à ce muscle son alimentation aura des conséquences délétères sur la contractilité. Cela semble extrêmement évident. Enfin, l'environnement de la fibre myocardique, comme par exemple la disponibilité de l'oxygène, les concentrations dans les principaux électrolytes, potassium, calcium, sodium, etc., sont des conditions qui peuvent modifier la contractilité. Enfin, l'activité du système nerveux sympathique, ou l'activité de base, le tonus de base du système nerveux sympathique, va également conditionner la contractilité du muscle cardiaque. En effet, ce système nerveux sympathique, par l'action de la noradrénaline, sera à même d'augmenter la force de contraction, notamment, de ce muscle cardiaque. Les indicateurs hémodynamiques de la contractilité sont l'index du travail systolique du ventricule droit et l'index de travail systolique du ventricule gauche. C'est ce qui est représenté dans le petit tableau dans la partie inférieure de la diapositive et qui est noté IWSVG pour le ventricule gauche et IWSVD pour le ventricule droit. Vous voyez ici que les valeurs de ces index sont assez différents puisque pour le ventricule droit, nous avons des chiffres compris autour de 8 grammes par mètre divisé par mètre carré, alors que pour le ventricule gauche, nous avons des valeurs comprises autour de 50 grammes par mètre divisé par des mètres carrés. Bien évidemment, ces chiffres ne seront pas à retenir, mais c'est l'ordre de grandeur, encore une fois, qui importe. Nous avons annoncé dans le plan du cours que le contrôle du débit cardiaque serait abordé. Comment est-ce que le débit cardiaque va être contrôlé? Nous avons d'ores et déjà évoqué pour chacun des déterminants du débit cardiaque certains des mécanismes de contrôle et nous avons donné des exemples de situations qui modifient ces déterminants. L'esprit de cette dernière partie du chapitre portant sur la pompe et le débit cardiaque sera de synthétiser, voire de préciser ces notions. Nous avons compris que le débit cardiaque dépendait de la fréquence et du volume systolique. La régulation de ces deux paramètres et sous la dépendance du système nerveux autonome, noté SNA, sur cette diapositive, mais également sous la dépendance de facteurs chimiques comme certaines hormones ou certains ions. Et dans le cadre des hormones et des ions, nous parlerons de régulation humorale. Cette double régulation présente des caractéristiques temporelles différentes. La régulation nerveuse est rapide, alors que la régulation humorale est lente. Le système nerveux a été, comme je l'ai déjà signalé, traité par ailleurs, et l'anatomie de ce système nerveux au niveau cardiaque a été traitée par le professeur Chaffanjon. Le système nerveux sympathique a un effet qualifié de chronotrope positif, donc il augmente la fréquence cardiaque, et il est souvent également qualifié de cardioaccélérateur.
Ceci illustre le fait qu'il exerce un effet stimulant sur la fréquence de décharge du nœud sinusal, et donc par voie de conséquence sur la fréquence cardiaque. Le neuromédiateur du système sympathique est la noradrénaline. Cette noradrénaline va agir sur des récepteurs au niveau cardiaque que l'on appelle les récepteurs bêta-adrénergiques, et plus encore les récepteurs bêta-1 adrénergiques sont concernés par cet effet. Nous avons au premier chapitre de ce cours évoqué pour les cellules automatiques cardiaques l'existence d'une phase dite de dépolarisation diastolique lente. Eh bien, la noradrénaline a la capacité d'augmenter la pente de cette DDL, créant ainsi une augmentation de la fréquence sinusale. Vous pouvez également noter que la noradrénaline va aussi diminuer le temps de conduction du nœud auriculo-ventriculaire. Autrement dit, il va augmenter la vitesse de conduction au niveau du nœud auriculo-ventriculaire. Et vous vous souvenez que cette structure impose un arrêt dans la transmission de cet influx. Cet effet est baptisé d'effet dromotrope positif. C'est donc la vitesse de conduction au niveau du nœud AV. Enfin, le système est également inotrope positif, c'est-à-dire que sous l'action de la noradrénaline, les cellules cardiaques, par l'intermédiaire des mêmes récepteurs exprimés au niveau des cellules automatiques, mais cette fois-ci ces récepteurs bêta adrénergiques sont exprimés sur les cellules musculaires cardiaques, eh bien ces cellules vont répondre par une contraction qui est à la fois plus forte, mais aussi plus rapide, une contraction plus puissante et qui va se faire en un laps de temps plus court. Ces deux actions, contraction plus forte et plus rapide, vont dans le sens d'une élévation du débit cardiaque. En revanche, la noradrénaline va aussi pouvoir agir sur les vaisseaux sanguins, par l'intermédiaire cette fois-ci d'autres récepteurs adrénergiques, qui sont les récepteurs alpha-adrénergiques. Ceci va provoquer une vasoconstriction et donc une élévation de la post-charge. Nous avons vu que toute élévation de post-charge se traduit par une diminution du débit. Donc sous l'action du sympathique, si on prend l'action purement cardiaque, nous avons trois effets qui sont tous les trois dans le sens d'une augmentation du débit. Et si nous prenons l'effet vasculaire, l'effet sur les vaisseaux de la noradrénaline, nous observons un effet qui irait plutôt à l'encontre d'une augmentation du débit. La résultante de tout cela est que le système nerveux sympathique est effectivement un système capable d'augmenter le débit cardiaque. Nous allons maintenant voir ce qu'il en est du système nerveux parasympathique. Ce système nerveux parasympathique va exercer, par l'intermédiaire de son neuromédiateur qui cette fois-ci s'appelle l'acétylcholine, vous le savez, une action qui est une action chronotrope négative. On parle également d'action cardiomodératrice. L'action chronotrope négative illustre le fait que l'acétylcholine va diminuer la pente de la DDL des cellules automatiques sinusales. Les fibres parasympathiques se distribuent essentiellement sur le nœud sinusal et sur le nœud auriculo-ventriculaire. Elles se distribuent très peu sur le reste des structures cardiaques. Ce sont essentiellement les cellules automatiques qui sont concernées. Elles libèrent à ce niveau-là donc l'acétylcholine, qui va exercer son effet par l'intermédiaire de récepteurs que l'on appelle cette fois-ci les récepteurs muscariniques. Cet effet va donc prendre action, se traduire par une diminution de la pente de DDL des cellules automatiques, mais aussi par une augmentation du temps de conduction auriculo-ventriculaire, par un effet chronotrope négatif pour le premier exemple et dromotrope négatif pour le deuxième exemple. Ces deux mécanismes vont dans le sens d'une diminution du débit cardiaque. En revanche, l'acétylcholine va également exercer un effet sur la circulation sanguine, entraînant une vasodilatation périphérique, et donc une diminution de la post-charge, et donc, théoriquement, une augmentation du débit cardiaque. Là encore, quelle est la résultante de ces trois phénomènes? Eh bien, la résultante est que une stimulation parasympathique se traduira
par une diminution du débit cardiaque, surtout sous la dépendance donc des deux premiers phénomènes décrits. Une stimulation parasympathique va entraîner, vous vous en souvenez sans doute, une diminution de la fréquence des influx du nœud sinusal qui pourra même interrompre la décharge du nœud sinusal et bloquer complètement la conduction du nœud auriculo-ventriculaire. Il y a provocation d'un arrêt cardiaque, puis réapparition d'une activité à une fréquence faible. C'est le phénomène d'échappement que nous avons déjà rapporté dans le chapitre 1 de ce cours et qui se traduit par la genèse des influx dans d'autres parties du système de conduction. La plupart du temps, c'est le faisceau auriculo-ventriculaire qui va prendre le relais donc et qui explique ce phénomène d'échappement. Abordons maintenant la régulation humorale, qui fait intervenir cette fois-ci des messagers chimiques qui seront soit des hormones, soit des ions. Ça rejoint un peu ce qu'on a dit précédemment, puisque, évidemment, le système nerveux va agir lui-même par l'intermédiaire de messagers chimiques. Mais ces messagers chimiques, lorsqu'il s'agit du contrôle par le système nerveux, sont libérés à proximité de l'organe, alors qu'ici, la régulation hormonale fait intervenir des hormones produites à distance qui vont arriver au niveau du cœur par l'intermédiaire de la circulation sanguine. Parmi les hormones, nous pouvons citer les catécholamines, qui sont largement représentées par l'adrénaline. L'adrénaline est une hormone qui est sécrétée par une glande située au-dessus du rein que l'on appelle la médullosurrénale et qui appartient au système nerveux sympathique, vous l'avez étudié. Eh bien, l'adrénaline va mimer au niveau cardiaque les effets de la noradrénaline. La régulation humorale fait également intervenir un autre système que l'on appelle le système rénine-angiotensine. Ce système rénine-angiotensine, on va vous en parler également dans le cours de physiologie rénale. C'est un système qui va être activé lors de la baisse de pression au niveau de l'artère rénale. Et le médiateur de ce système est l'angiotensine 2, qui est un agent vasoconstricteur assez puissant. Enfin, on peut citer également la thyroxine. La thyroxine est une hormone thyroïdienne qui est responsable d'une tachycardie et d'une élévation de la pression artérielle par le biais d'une augmentation de la consommation d'oxygène. Vous avez des personnes qui ont des activités thyroïdiennes supérieures à la normale et qui ont des concentrations de thyroxine circulante très importantes, plus importantes que la norme. Ceci va avoir des conséquences cardiaques et cardiovasculaires. Enfin, nous pouvons parler du facteur natriurétique auriculaire. C'est quelque chose qui est assez intéressant en physiologie, je trouve, puisque c'est une hormone qui est produite elle-même, qui est produite plus exactement par le cœur lui-même. C'est le cœur qui est capable de produire cette hormone en réponse à la dilatation du muscle cardiaque. Et donc, nous illustrons ici une nouvelle fonction du cœur. Nous avons parlé de sa capacité à s'auto-activer, de sa fonction pompe, etc. Eh bien, nous abordons ici, très rapidement, la notion selon laquelle le muscle cardiaque présente une activité de type endocrinienne. Ce facteur natriurétique auriculaire va agir sur le rein pour diminuer le volume sanguin, diminuer la volémie donc, ce qui se traduira par une diminution de la pression artérielle et donc par une diminution du débit cardiaque. Pour assurer un fonctionnement physiologique, il faut que le rapport des concentrations ioniques, enfin, intra- et extracellulaires, autrement dit des concentrations en calcium, potassium, sodium, chlorure, etc., à l'intérieur de la cellule et dans le liquide interstitiel, il faut que ces concentrations soient à l'équilibre. Ainsi, l'hypocalcémie va se traduire par une modification de l'activité cardiaque. L'hyperkaliémie ou l'hypokaliémie auront également des répercussions. Si je dois, pour conclure, souligner les points importants à retenir de ce cours assez long, je citerai évidemment les événements du cycle cardiaque et leurs caractéristiques, la courbe pression-volume et son interprétation, la connaissance de l'origine des bruits cardiaques, les implications fonctionnelles de cette relation qui existe entre la tension et la longueur d'une cellule cardiaque contractile, et enfin tout ce qui concerne le débit cardiaque et sa régulation. Comme tout cela
est assez passionnant et intéressant. Je pense que vous y parviendrez sans trop d'efforts. Je vous remercie de votre attention.